Nous vivons avec un esprit saturé. Nous courons, pensons, répondons, mais rarement nous respirons calmement. Nous nous sommes habitués à un esprit pollué par l'excès, excès d'informations, de bruit, de comparaison. Et le pire, c'est que nous le voyons désormais comme quelque chose de normal. Mais ce n'est pas le cas. L'esprit n'est pas né pour être en guerre avec lui-même. L'esprit a besoin d'espace. Il a besoin de silence. Vous ne pouvez pas trouver la paix si votre tête est pleine de choses qui ne vous appartiennent pas. La philosophie stoïcienne l'a compris il y a des siècles. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous pensez, mais vous pouvez décider quelles pensées vous nourrissez. Les neurosciences le confirment. Lorsque vous apprenez à observer sans réagir, le cerveau change. Les centres de stress s'éteignent et la partie qui vous donne de la clarté s'active. En d'autres termes, le calme n'arrive pas lorsque tout est en ordre, mais lorsque vous apprenez à maintenir l'équilibre au milieu du désordre. Désintoxiquer l'esprit n'est pas un luxe, c'est une urgence. C'est nettoyer la saleté invisible que nous accumulons chaque jour. L'inquiétude, la comparaison, la culpabilité, la surexposition. Il ne s'agit pas de fuir le bruit, mais de reprendre le contrôle de ce qui entre dans votre esprit. Ceci n'est pas une vidéo de belles phrases, c'est un entraînement pour votre esprit. 8 leçons pratiques, simples, réelles, des stratégies pour que vous commenciez à respirer à nouveau, pour que vous arrêtiez de vivre en pilote automatique et retrouviez la clarté. Le calme n'est pas l'absence de pensée, c'est la présence consciente. Il ne s'agit pas d'éliminer le bruit, mais de choisir ce qui vaut la peine d'être écouté. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous pourriez découvrir que la véritable paix ne se cherche pas, elle se travaille. 1. Fais le silence quelques minutes par jour. L'esprit est comme un champ de bataille à l'aube. Les pensées entrent comme des soldats sans ordre. Certains courent, d'autres crient, et toi, au milieu de tout cela, tu essaies juste de rester debout. Vivre avec l'esprit plein de bruit, c'est vivre en guerre constante. C'est pourquoi le silence n'est pas une option, c'est une stratégie. Faire le silence quelques minutes par jour ne signifie pas éteindre le monde. Cela signifie se reconnecter à son centre avant que le chaos ne t'emporte. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de soi-même. Nous sommes tellement habitués à remplir chaque espace avec des stimuli que nous oublions ce qui se passe lorsque nous ne faisons simplement rien. Mais dans cet instant de quiétude, l'esprit commence à se réorganiser, à nettoyer l'excès de pensée qui s'accumule comme de la poussière invisible. Les neurosciences démontrent que le silence active des régions du cerveau qui régénèrent les connexions neuronales, les mêmes qui s'usent lorsque nous vivons saturés de bruit. C'est comme si le cerveau profitait de cet instant pour respirer. Marc Aurèle disait que personne ne peut se trouver lui-même s'il fuit toujours le silence. Et il avait raison. Celui qui ne supporte pas d'être seul avec ses pensées ne se connaît pas encore. Le silence révèle ce que le bruit cache, tes véritables émotions, tes peurs non résolues, les choses que tu repousses à affronter. Mais il te montre aussi quelque chose de plus important, ta capacité à rester calme sans dépendre de rien d'extérieur. C'est dans ces minutes que ton esprit cesse de réagir et commence à observer. Fais de ce petit rituel une pratique quotidienne. Tu n'as pas besoin d'un temple, ni de musique, ni de bougies. Tu as juste besoin de t'arrêter. Éteins ton téléphone, ferme les yeux et écoute. Au début, le silence est inconfortable, parce que ton esprit cherchera à le remplir, mais si tu persévères, tu remarqueras quelque chose de différent. Le corps se détend, la respiration devient plus profonde, et les pensées perdent de leur force. Elles ne disparaissent pas, mais elles cessent de te dominer. Ce moment de quiétude n'est pas une perte de temps, c'est un gain d'énergie mentale. C'est l'entraînement qui te prépare à affronter la journée sans être emporté par le bruit des autres. Si tu ne trouves pas le temps de faire silence, le silence finira par te trouver sous forme d'anxiété, d'épuisement ou de confusion. Le silence ne punit pas, il nettoie. Il ne te retire pas de productivité, il te rend la clarté. Faire le silence, c'est comme réinitialiser le système d'exploitation de l'esprit. C'est une pause consciente où tu reprends le contrôle de ce que tu penses, dis et fais. En le pratiquant avec constance, tu remarqueras comment ton esprit cesse de réagir à chaque stimulus. Les mots offensants ne blessent plus autant.
les problèmes ne semblent plus si grands et les décisions coulent plus naturellement. Parce que le silence n'éteint pas seulement le bruit externe, il baisse aussi le volume de l'interne. Souviens-toi de ceci. Le bruit du monde ne disparaîtra jamais, mais tu peux apprendre à te déplacer au milieu de lui sans te perdre. Le silence est ton bouclier invisible, ton espace sacré, ton moment pour revenir à toi. Consacre-lui quelques minutes chaque jour, et tu découvriras qu'il n'y a pas de plus grande force que celle de celui qui peut rester calme quand tout autour crie. Parce que dans cet instant de silence, l'esprit ne s'éteint pas, il s'ordonne. Et quand l'esprit s'ordonne, tout le reste commence à avoir du sens. 2. Écris ce que tu penses pour libérer ton esprit. L'esprit est comme une pièce fermée, pleine de papiers éparpillés sur le sol. Chaque papier est une pensée que tu n'as pas traitée, une préoccupation que tu as gardée, une idée que tu n'as jamais lâchée. Tu essaies de marcher entre eux, mais tu trébuches encore et encore. Écrire, c'est ouvrir les fenêtres de cette pièce et laisser entrer l'air. C'est mettre de l'ordre dans le chaos invisible que tu portes en toi. Quand tu écris, tu ne fais pas quelque chose de trivial. Tu libères du poids mental. Beaucoup sous-estiment le pouvoir de l'écriture parce qu'ils pensent qu'il s'agit simplement de mettre des mots sur un papier, mais en réalité, c'est un acte de nettoyage mental. Les neurosciences expliquent que l'écriture de ce que tu ressens active des zones du cerveau liées à la régulation émotionnelle. C'est comme si, en traduisant les pensées en mots, le cerveau comprenait qu'il n'a plus besoin de les garder en rotation. C'est pourquoi, après avoir écrit, on se sent soulagé. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. La philosophie stoïcienne pratiquait déjà cette discipline bien avant l'existence de la psychologie moderne. Marc Aurèle écrivait chaque nuit, non pas pour être rappelé, mais pour se comprendre. Ses écrits étaient sa façon de dialoguer avec lui-même, d'identifier ses faiblesses et de les transformer en sagesse. Et tu peux faire la même chose. Tu n'as pas besoin d'être écrivain, tu as besoin d'être honnête. Prends un cahier, écris sans filtre, sans chercher des phrases parfaites. Tu ne le fais pas pour publier, tu le fais pour libérer. Écrire ce que tu penses est comme vider un verre qui est sur le point de déborder. Tu ne peux pas te remplir de clarté si tu continues à accumuler des pensées non traitées. Quand tu les mets sur papier, quelque chose change. La peur devient plus petite, la colère se dissout, la confusion prend forme. Écrire est une façon de t'observer de l'extérieur, de voir ce que ton esprit essaie de te cacher quand tu penses sans t'arrêter. Fais-le à ta manière. Tu peux écrire chaque matin ce qui te préoccupe ou chaque soir ce dont tu es reconnaissant. Tu peux écrire des listes, des phrases lâches ou simplement te défouler. L'important n'est pas le format, mais l'intention. Ne cherche pas un sens à chaque mot. Le sens apparaît quand tu les laisses couler. Si tu sens que tu n'as pas le temps, rappelle-toi que quelques minutes suffisent pour vider l'esprit. La différence entre un esprit surchargé et un esprit calme peut se trouver dans une simple feuille écrite. Parfois, nous croyons que penser beaucoup nous rend plus conscients, mais ce qui nous rend vraiment libres, c'est de penser clairement, et cela ne peut être réalisé qu'en éliminant ce qui gêne. Quand tu n'écris pas, les pensées s'accumulent, se répètent et se déforment. Quand tu les écris, tu les observes à distance, et tu peux te répondre avec plus de rationalité. Écrire n'élimine pas les problèmes, mais t'aide à les comprendre sans qu'ils te dévorent. L'écriture est une forme de thérapie silencieuse, un espace où personne ne t'interrompt, où tu n'as pas besoin de prétendre que tu vas bien. C'est l'endroit où ton esprit se dénude et peut se reposer. Parce que tant que tu continues à tout porter à l'intérieur, tu continueras à te sentir épuisé. En revanche, lorsque tu le lâches sur le papier, l'esprit respire et se renouvelle. Pense à ceci. Chaque mot écrit est une charge de moins que tu portes. Chaque phrase que tu libères, c'est une pensée qui cesse d'occuper de l'espace. Tu n'as pas besoin d'écrire bien, tu as besoin d'écrire avec vérité. Et quand tu le fais, sans t'en rendre compte, tu entraînes ton esprit à vivre avec plus de légèreté. Écrire n'est pas une habitude banale, c'est une forme de paix. Parce que celui qui s'écrit, s'écoute. Et celui qui s'écoute commence à guérir. 3.
Calme ton esprit en faisant quelque chose avec tes mains. L'esprit a besoin de mouvement, mais pas n'importe quel mouvement. Le corps est sa meilleure ancre, son rappel que tu es ici, dans le présent, non piégé dans des pensées qui te tirent vers le passé ou l'avenir. Quand les mains travaillent, l'esprit se repose. C'est comme si, en lui donnant une tâche physique, le cerveau lâchait le poids de ce qu'il ne peut pas résoudre. C'est pourquoi les activités simples, manuelles, presque insignifiantes, sont parfois celles qui guérissent le plus. Cuisiner, dessiner, réparer quelque chose, planter une graine ou simplement nettoyer une pièce peuvent devenir des exercices d'attention pure. Nous vivons à une époque où tout est numérique, où les doigts ne touchent que des écrans et où les mains ne créent plus, elles glissent seulement. Mais le cerveau n'a pas été fait pour autant de stimulation sans contact réel. Les neurosciences ont montré que l'utilisation des mains active des régions du cerveau liées au calme et à la concentration, les mêmes qui s'éteignent lorsque tu te perds dans des pensées répétitives. En d'autres termes, lorsque tu fais quelque chose avec tes mains, tu dis à ton esprit de se reposer. Les stoïciens comprenaient ce principe, bien qu'ils ne l'expliquaient pas en termes scientifiques. Ils savaient que le corps était un outil pour entraîner l'esprit. Épictète, qui est né esclave et est devenu un sage, disait que ce qui importe n'est pas ce qui se passe, mais ce que tu fais avec ce qui se passe. Et se faire n'est pas toujours penser davantage. Parfois, c'est agir simplement, canaliser l'énergie dans quelque chose de tangible. Lorsque tu te sens submergé, au lieu de chercher à te distraire avec un écran, occupe tes mains. Répare quelque chose que tu as remis à plus tard, cuisine calmement, écris une lettre, lave la vaisselle sans te presser. Peu importe l'activité, ce qui compte, c'est la présence. C'est là que la magie opère. Lorsque tes mains bougent, ton esprit s'aligne sur le présent et l'anxiété perd de sa force. Il y a quelque chose de profondément humain à créer ou à bouger les mains de manière consciente. C'est un langage que le corps comprend mieux que les mots. Au moment où tu formes quelque chose avec tes mains, tu formes aussi tes pensées. Le cerveau interprète ce mouvement comme un signal de contrôle et de stabilité. C'est pourquoi, après avoir accompli une tâche physique, tu ressens un ordre mental. Ce n'est pas un hasard, c'est une connexion. Le problème de beaucoup est qu'ils cherchent la paix mentale uniquement à partir de la tête, ignorant que le corps pense aussi, traite aussi, libère aussi. Tu ne peux pas calmer l'esprit sans impliquer le corps. Chaque action simple devient une méditation active lorsque tu la fais avec présence. Et pendant que tes mains travaillent, le bruit interne s'éteint sans que tu aies à lutter contre lui. Faire quelque chose avec les mains est une forme de méditation sans fermer les yeux. C'est être en silence pendant que le corps parle. C'est revenir à l'essentiel. Ne sous-estime pas la tranquillité que peut te donner le fait de plier tes vêtements, de tailler une plante ou de réparer quelque chose de cassé. Ces moments te rendent le sentiment de contrôle et de présence, qui se perd souvent entre les écrans, les pensées et les distractions. Souviens-toi que le corps est le véhicule de l'esprit, et si tu ne l'impliques pas, le bruit mental s'accumule. Lorsque tu bouges les mains, tu équilibres ce que tu penses avec ce que tu fais. Calmer l'esprit ne nécessite pas toujours du silence ou une réflexion profonde. Parfois, il suffit d'agir. Une action consciente, simple, physique. Parce qu'à l'instant où tes mains sont occupées, ton esprit, enfin, peut se reposer. 4. Réduis le bruit de l'information et des réseaux. L'esprit humain n'a pas été conçu pour porter autant de voix en même temps. Auparavant, le bruit provenait de l'environnement. Maintenant, il provient de la poche. Nous vivons avec une tempête numérique constante, où chaque notification est un coup de vent et chaque opinion étrangère un éclair qui distrait. Et alors que tu penses être connecté au monde, en réalité tu te déconnectes de toi-même. L'esprit est surchargé, confus et perd son focus. Réduire le bruit de l'information n'est pas se déconnecter de la réalité, c'est se reconnecter à la tienne. La saturation mentale n'est pas toujours perceptible. Elle se déguise en fatigue, en anxiété sans raison ou en manque de concentration. Tu te lèves et la première chose que tu fais est de regarder un écran. Avant d'écouter ta propre pensée, tu écoutes déjà des centaines d'autres. Chaque nouvelle, chaque commentaire, chaque image impacte ton cerveau qui essaie de traiter plus qu'il ne peut.
Les neurosciences expliquent que l'excès d'informations active les mêmes circuits cérébraux qui sont déclenchés en cas de danger. En d'autres termes, ton corps est en alerte sans raison. C'est pourquoi tu finis épuisé même sans avoir fait d'efforts physiques. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre le danger de laisser le monde envahir ton esprit. Sénèque disait que celui qui se disperse en trop de choses perd le pouvoir de diriger sa vie. Aujourd'hui, ce conseil est plus urgent que jamais. Tu ne peux pas être calme si ton esprit appartient aux notifications. La sérénité nécessite des limites, même avec l'information. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin de savoir ce qui te construit. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde. Il s'agit de ne pas se laisser emporter. Commence par quelque chose de simple. Établis des moments sans écran. Laisse ton esprit s'habituer au silence de l'information. Ne vérifie pas les réseaux dès que tu te réveilles. Laisse ta voix être la première que tu entends chaque jour. Filtre ce que tu consommes. Tout ce qui brille n'est pas de la connaissance. Demande-toi avant de lire ou de regarder quelque chose. Est-ce que cela m'apporte ou me contamine? Si cela ne te rend pas plus clair, plus calme ou plus sage, cela ne vaut probablement pas ton attention. Réduire le bruit de l'information est aussi un acte de respect envers toi-même. C'est mettre une limite au monde pour protéger ton espace mental. Dans un univers où tout le monde veut parler, apprendre à écouter moins devient une forme de pouvoir. Chaque fois que tu choisis le silence numérique, tu récupères de l'énergie et de la clarté. Tu remarqueras comment ton cerveau commence à se détendre, comment tes pensées coulent sans interférence. Ce qui t'agitait avant commence à te sembler sans importance. Parce qu'une grande partie du stress que tu ressens n'est pas le tien, il est emprunté au bruit externe. Quand tu contrôles ce qui entre dans ton esprit, tu contrôles ta paix. Il ne s'agit pas de te déconnecter pour toujours, mais d'utiliser la technologie sans qu'elle ne t'utilise. Le problème n'est pas l'appareil, mais le manque de discipline mentale. Si chaque minute libre est remplie de contenu étranger, tu te voles l'espace dont ton esprit a besoin pour penser par lui-même. Et un esprit qui n'a pas d'espace pour penser cesse de créer, cesse de réfléchir, cesse de vivre avec intention. Réduire le bruit est un acte de courage. C'est dire assez dans un monde qui exige ton attention constante. C'est décider que ton esprit ne sera pas une poubelle d'informations, mais un jardin que tu choisis de cultiver. Quand tu réussiras à filtrer le bruit, tu découvriras quelque chose de puissant. Le silence ne t'isole pas, il te centre. Parce que la clarté n'apparaît pas quand tu en sais plus. Elle apparaît quand tu arrêtes d'écouter autant. 5. Laisser certaines idées rester sans résolution. L'esprit humain ressemble à un mécanicien qui ne supporte pas de laisser une pièce détachée. Dès qu'il perçoit quelque chose d'incomplet, il se précipite pour le réparer, même s'il n'a pas les outils ni le temps. C'est ainsi que nous finissons par nous épuiser, essayant de conclure chaque pensée, de comprendre chaque émotion, de résoudre chaque doute. Mais certaines choses n'ont pas besoin de réponse immédiate. La tranquillité d'esprit ne vient pas de la clarté totale, mais de l'acceptation que certaines idées doivent rester en silence jusqu'à ce que l'esprit soit prêt à les comprendre. Le cerveau cherche à boucler les boucles, c'est dans sa nature. Les scientifiques appellent cela l'effet Zeigarnik, cette tendance du cerveau à garder ouvertes les tâches inachevées. Cependant, lorsque tout est perçu comme une tâche en attente, le résultat est l'épuisement mental. Vous essayez de résoudre le passé, de prévoir l'avenir, d'expliquer ce que vous ressentez, d'anticiper ce que les autres pensent. Vous finissez par être prisonnier de vos propres interprétations. Apprendre à laisser certaines idées flotter sans direction est une forme de liberté. Les stoïciens l'entendaient de manière pratique. Épictète enseignait que se soucier de ce que l'on ne peut contrôler est un gaspillage d'énergie vitale. Et dans l'esprit, cela signifie apprendre à ne pas forcer la clarté. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque pensée. Vous avez juste besoin de l'observer. Parfois, la confusion n'est pas un problème à résoudre, mais une phase du processus de croissance. Si l'esprit était un jardin, certaines graines auraient besoin d'obscurité avant de fleurir. Laisser quelque chose sans résolution n'est pas abandonner, c'est faire confiance. C'est reconnaître que l'esprit a aussi besoin de pause pour traiter.
Les neurosciences ont démontré que les moments de repos mental permettent au cerveau de réorganiser l'information et de générer des solutions créatives. Lorsque vous lâchez l'obsession de comprendre, l'inconscient continue de travailler pour vous. Soudain, sans effort, la réponse apparaît, claire et simple, au moment le moins attendu. Toute pensée ne mérite pas votre attention immédiate. Chaque doute ne mérite pas d'être disséqué. Parfois, la sérénité consiste à laisser la pensée passer sans l'attraper. Lorsque vous le faites, vous remarquez que beaucoup de vos préoccupations n'étaient que du bruit déguisé en importance. Il n'y a rien de plus libérateur que de regarder une idée sans avoir besoin de l'expliquer. L'obsession de tout résoudre est un reflet de la peur du vide. Nous voulons contrôler chaque sensation parce que nous craignons de faire face au silence qui reste lorsque nous lâchons prise. Mais l'esprit ne guérit pas avec des réponses, il guérit avec de l'espace. Au lieu de remplir chaque vide, permettez-vous de ne pas savoir. Vous n'avez pas besoin d'avoir une clarté sur tout ce que vous ressentez, ni une explication pour chaque décision passée. La maturité mentale arrive lorsque vous pouvez regarder une question et dire « je ne sais pas encore ». Et c'est bien. Cette acceptation est le pouvoir. C'est la maîtrise d'un esprit qui ne se noie plus dans le besoin de tout comprendre. C'est savoir que la vie ne vous doit pas d'explication et que la sagesse arrive lorsque le temps et l'expérience le permettent. Laisser quelque chose sans résolution est une forme de respect pour votre propre processus. C'est vous dire « je n'ai pas besoin de presser mon esprit, j'ai besoin de faire confiance à son rythme ». Lorsque vous apprenez à vivre avec l'incertitude, l'anxiété perd de sa force. Ce qui vous tourmentait auparavant devient léger. Vous découvrez que beaucoup de choses que vous vouliez résoudre ne nécessitaient pas d'action, mais de la patience. Parce que toutes les portes ne s'ouvrent pas de force. Certaines s'ouvrent lorsque vous apprenez à attendre. 6. Et un espace juste pour être au calme. L'esprit a besoin d'un refuge du monde, tout comme le corps a besoin de repos. Si tu es entouré de bruit, d'obligations et de stimuli toute la journée, tu finis par penser que vivre en alerte est normal. Mais ce n'est pas le cas. Le calme n'arrive pas par hasard, il se construit. C'est pourquoi tu as besoin d'un espace, physique ou symbolique, où ton esprit comprend qu'il peut baisser la garde. Un lieu qui n'est pas rempli d'exigences ou d'écran, mais de silence et de présence. Il n'a pas besoin d'être grand ou spécial. Il peut être un coin de ta chambre, une chaise près de la fenêtre ou un parc où tu te sens en paix. L'important est que cet espace soit ton rappel que tout dans la vie n'exige pas d'action. La philosophie stoïcienne enseignait que le sage ne fuit pas le monde, mais ne se laisse pas non plus consumer par lui. Cet équilibre s'entraîne en créant des pauses, des espaces où l'âme respire sans être observée. Les neurosciences confirment que l'environnement façonne l'état mental. Un environnement ordonné, silencieux et simple réduit la production de cortisol, l'hormone du stress. En revanche, un environnement saturé d'objets, de lumière et de sons maintient le cerveau en mode défense. C'est pourquoi, lorsque tu entres dans un lieu calme, tu ressens un soulagement immédiat. Le corps comprend qu'il peut se détendre et l'esprit le suit. Créer un espace de calme n'est pas un luxe, c'est une hygiène mentale. Beaucoup confondent productivité avec bien-être. Ils pensent que se reposer est une perte de temps, alors qu'en réalité, c'est le moment où l'énergie est restaurée et ensuite transformée en action. Tu ne peux pas penser clairement si tu ne t'arrêtes jamais. Les stoïciens le savaient, le repos n'est pas de la paresse, c'est une stratégie. Un esprit fatigué ne raisonne pas, il réagit seulement. Quelques minutes de silence dans ton refuge quotidien peuvent faire la différence entre agir avec sagesse ou impulsivement. Dans cet espace de calme, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Ne médite pas si tu ne le souhaites pas, ne lis pas, ne planifie pas. Assieds-toi simplement et laisse le silence te réconforter de l'intérieur. Au début, cela peut sembler inconfortable, surtout si tu es habitué à la stimulation constante. Mais si tu restes là, peu à peu ton esprit comprendra qu'il n'a pas besoin d'être occupé pour avoir de la valeur. Ce moment deviendra une ancre, un lieu mental auquel tu pourras revenir même lorsque le monde deviendra chaotique. Ton espace de calme peut aussi être symbolique.
Il peut s'agir d'une routine courte, comme préparer du café en silence ou marcher sans écouteurs. Ce sont des actes simples qui disent au cerveau « Maintenant, nous nous reposons ». Et plus tu répètes ce rituel, plus vite ton esprit entrera dans un état de sérénité. Il ne s'agit pas de fuir le bruit, mais de t'apprendre à construire ton propre silence au milieu de celui-ci. Lorsque tu fais de cet espace une habitude, tu commences à remarquer des changements subtils. Les jours ne semblent pas si lourds. Les décisions ne sont pas prises à la hâte. Les émotions ne te gouvernent pas aussi facilement. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu as maintenant un refuge interne auquel revenir. Le calme devient ton terrain naturel, pas une exception. Rappelle-toi ceci. L'esprit a besoin d'un endroit où il n'a pas besoin d'être fort, où il n'a pas besoin de penser à quoi que ce soit, où il peut simplement exister. Tu ne trouves pas cet espace, tu le crées. C'est le terrain où la clarté fleurit, où les soucis se dissolvent et où tu te rappelles que vivre n'est pas synonyme d'être occupé. Crée ce refuge, prends-en soin et visite-le chaque jour. Parce que celui qui n'a pas d'endroit pour se calmer finit par le chercher au mauvais endroit. 7. Apprenez à dire « c'est fini » et à lâcher prise. Il arrive un moment où continuer à penser à la même chose devient une forme de punition. L'esprit s'accroche à ce qu'il ne peut pas changer, comme une main qui serre une corde jusqu'à saigner sans comprendre que la douleur ne s'arrête que lorsqu'elle lâche prise. Dire « c'est fini » ne signifie pas abandonner, cela signifie accepter que l'insistance est aussi fatigante. Cela signifie comprendre que l'énergie mentale est limitée et que tout ne mérite pas de continuer à vivre dans votre tête. Lâcher prise est un acte de maturité, de sagesse et de respect envers soi-même. Le cerveau a tendance à s'accrocher aux pensées non résolues parce qu'il cherche à clore des histoires. Mais souvent, ce que vous essayez de fermer ne dépend pas de vous. Répéter le passé ne fait que renforcer le schéma de souffrance. Les neurosciences ont démontré que revivre mentalement une expérience active les mêmes zones cérébrales que lorsqu'elle s'est produite pour la première fois. En d'autres termes, chaque fois que vous revenez à ce qui a déjà eu lieu, votre corps le ressent à nouveau. C'est pourquoi lâcher prise n'est pas un geste symbolique, c'est une façon de guérir biologiquement. Les stoïciens l'ont bien compris. Marc Aurèle écrivait que le poids des choses ne réside pas dans les faits, mais dans la façon dont nous les maintenons dans notre esprit. S'accrocher à quelque chose qui est déjà terminé est une forme d'esclavage émotionnel. La liberté mentale commence lorsque vous acceptez que tout ne mérite pas un second regard. Parfois, la véritable force réside dans le fait de faire un pas en arrière, de respirer et de dire « c'est fini, j'ai appris ce qu'il fallait et je continue ». On n'apprend pas à lâcher prise en théorie, on s'entraîne à le faire dans la pratique quotidienne. Commencez par les petites choses. Arrêtez de relire d'anciennes conversations, arrêtez d'analyser ce que vous avez dit, arrêtez d'imaginer des scénarios qui ne se produiront jamais. Chaque fois que vous choisissez de ne pas revenir sur la même chose, vous enseignez à votre esprit à faire confiance au présent. Et lorsque vous y parvenez, vous ressentez une véritable légèreté, celle qui arrive lorsque vous arrêtez de lutter contre ce qui ne peut pas être changé. La plupart des gens ont peur de lâcher prise parce qu'ils confondent le détachement avec l'indifférence. Mais lâcher prise n'est pas oublier, c'est libérer. Ce n'est pas nier ce qui s'est passé, c'est arrêter de le porter. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne doit avoir de pouvoir sur votre paix intérieure. Dire « c'est fini », c'est vous rappeler que votre bien-être ne peut pas dépendre de ce que vous ne contrôlez pas. C'est un acte de pouvoir silencieux, une façon de prendre le contrôle de votre esprit lorsque la vie ne se passe pas comme vous l'espériez. Au début, cela fera mal, parce que lâcher prise fait toujours mal. Mais cette douleur est le prix de la liberté. Vous ne pouvez pas avancer si vous restez attaché à ce qui est déjà parti. Lorsque vous apprenez à dire « c'est fini » avec conviction, l'esprit comprend que le cycle est terminé. Ce qui suit est de l'espace, de la clarté et de la paix. Les neurosciences le confirment. Lâcher prise libère de la dopamine, la substance qui produit une sensation de soulagement et de satisfaction. C'est la chimie de la libération. Dire « c'est fini » est aussi une déclaration de présence. C'est reconnaître que le seul endroit où vous avez du pouvoir est le présent. Que la vie continue,
même quand quelque chose ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Que tout ce qui se termine n'est pas une perte, parfois c'est une libération déguisée. Chaque fois que vous choisissez de lâcher prise, vous renforcez votre esprit, vous vous rapprochez de la tranquillité et vous vous éloignez de la dépendance émotionnelle. Rappelez-vous ceci, ce qui vous appartient ne part pas, ce qui part n'a jamais été à vous. Apprenez à fermer mentalement les portes, sans haine, sans rancune et sans excès d'analyse. Dites simplement « c'est fini » et continuez à marcher. Parce que lorsque vous apprenez à lâcher prise, le passé cesse d'être un fardeau et devient de la sagesse. Et un esprit sage sait quand agir. Et quand simplement laisser aller. 8. Remercie avant de dormir. Chaque nuit, lorsque le monde s'éteint et que le silence remplit la pièce, l'esprit commence à parler. Il passe en revue ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce qui manquait. C'est à ce moment-là que les pensées que tu as ignorées pendant la journée apparaissent, les préoccupations qui se sont cachées entre les tâches et les écrans. C'est pourquoi l'esprit ne se repose pas. Mais il y a un moyen de rompre ce cycle, une pratique aussi simple que puissante. Remercier. Non pas comme un acte superficiel, mais comme une façon consciente de nettoyer l'esprit avant le repos. Remercier, c'est comme éteindre les lumières de l'esprit une par une. Tu fermes les pensées inutiles, jusqu'à ne rester qu'avec l'essentiel. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de te rappeler que malgré tout, tu as encore des raisons d'être en paix. Les neurosciences ont montré que la gratitude avant de dormir réduit l'activité du système limbique, responsable du stress et de l'anxiété. Dans un monde où tout le monde réagit, garder son calme est un acte de rébellion. La plupart des gens répondent avec colère, peur ou anxiété à toute provocation, mais celui qui reste serein détient un pouvoir que peu comprennent. La tranquillité n'est pas passivité, c'est contrôle. Ce n'est pas se rendre, c'est choisir quand bouger et quand rester silencieux pendant que tout brûle autour. La véritable maîtrise ne se démontre pas par des cris ou par la force physique, mais par l'esprit qui ne se laisse pas emporter par le chaos. Nous vivons entourés de stimuli qui cherchent à nous déstabiliser. Des personnes qui provoquent, des situations qui confondent, des émotions qui nous poussent à réagir sans réfléchir. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, chaque fois que tu observes avant d'agir, tu deviens plus fort. Marc Aurèle le disait, « Celui qui domine son esprit est plus puissant que celui qui conquiert un empire. » Le calme n'est pas un luxe, c'est un outil de survie. C'est la différence entre agir avec un but ou te laisser manipuler par l'environnement. Parce que pendant que le monde se désorganise, tu peux transformer le silence en stratégie, la patience en avantage et la sérénité en pouvoir. Cette vidéo est un guide pour cela, pour entraîner ton esprit à garder son centre quand tout s'effondre, pour transformer le chaos en clarté, pour transformer la provocation en discipline. Ici, on ne parle pas de faiblesse, on parle de contrôle. D'un esprit qui ne cherche pas à imposer mais à comprendre. D'une force qui ne crie pas mais que tout le monde ressent. Parce que celui qui parvient à se maîtriser a déjà gagné la bataille la plus importante, celle qui se livre à l'intérieur de soi-même. 1. Contrôle l'impulsion avant de réagir. L'impulsion est comme une étincelle qui tombe sur de l'essence. Un instant suffit pour que tout s'embrase. Un mot mal prononcé, un regard que tu n'attendais pas, une critique injuste. Tu réagis, tu réponds, tu cries, et quand le feu s'éteint, il ne reste que la fumée du regret. Apprendre à maîtriser l'impulsion, c'est comme apprendre à contenir cette étincelle avant qu'elle ne détruise ce que tu as mis tant de temps à construire. Le véritable contrôle ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu choisis de ne pas faire. Nous vivons à une époque où la réaction est immédiate. On nous a appris à répondre avant de réfléchir, à nous défendre, même si personne ne nous attaque, à sentir que se taire est perdre. Mais le stoïcien sait que tout ne mérite pas une réponse, que tout combat ne vaut pas l'énergie qu'il demande. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu te libères d'être contrôlé par les autres. Celui qui te provoque cherche à manipuler ton esprit, veut te voir tomber dans son jeu, et quand tu tombes, tu abandonnes le contrôle que tu as juré de conserver. Sénèque disait que la colère, si elle n'est pas contenue,
est plus nuisible que l'offense qui la provoque. Et il avait raison. Combien de fois une réaction impulsive a-t-elle détruit une opportunité, une relation ou ta propre paix? Contrôler l'impulsion, ce n'est pas se réprimer, c'est choisir consciemment ta réponse. C'est observer l'émotion sans être emporté par elle. Quand quelqu'un t'insulte, ce n'est pas l'insulte qui te blesse, mais ce que tu décides de penser à son sujet. Si tu réponds avec fureur, tu te perds toi-même. Si tu gardes ton calme, tu conserves ton pouvoir. Maîtriser l'impulsion nécessite de la pratique. Commence par reconnaître ce que tu ressens avant d'agir. Demande-toi, est-ce que ce que je vais dire ou faire améliore quelque chose ou nourrit simplement mon ego? Cette pause de 3 secondes peut tout changer. Ces secondes sont le champ de bataille entre l'émotion et la raison. Et celui qui apprend à s'arrêter là, apprend à se gouverner. Ce n'est pas un processus rapide, mais chaque moment de retenue renforce l'esprit comme l'entraînement forge le corps. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Si quelqu'un te provoque, il n'a pas de pouvoir sur toi, il ne l'obtient que lorsque tu le lui donnes. Chaque impulsion contrôlée est un rappel que rien d'extérieur ne peut te dominer sans ton permission. Le silence face à la provocation n'est pas de la lâcheté, c'est une déclaration d'indépendance. C'est dire au monde, tu ne me manipules pas, je décide comment me sentir. La prochaine fois que tu ressens l'impulsion de répondre avec colère, arrête-toi, respire. Non pas parce que tu veux paraître calme, mais parce que tu comprends que perdre le contrôle, c'est te perdre toi-même. La réaction rapide peut te donner un soulagement momentané, mais le calme te donne une liberté durable. Au fond, la maîtrise de soi ne se mesure pas à la force de tes cris, mais à la quantité de paix que tu conserves lorsque tu es poussé à la perdre. Contrôler l'impulsion, ce n'est pas nier ce que tu ressens, c'est diriger cette énergie vers quelque chose de plus utile. La colère, la frustration ou l'impatience peuvent se transformer en action consciente, en discipline, en concentration. Tu n'es pas moins fort en restant serein, tu es plus dangereux parce que tu choisis quand agir. Celui qui maîtrise son esprit maîtrise toute situation. Parce que pendant que les autres réagissent, toi, tu observes. Pendant qu'ils s'épuisent, toi, tu attends. Et dans cette attente silencieuse, le pouvoir change de main. 2. Garde ton calme au milieu du chaos. Quand tout s'effondre, le bruit des autres devient assourdissant. Tout le monde court, crie, accuse, fuit, et le chaos semble tout consumer. Mais celui qui reste silencieux, celui qui observe sans perdre son centre, est celui qui maîtrise vraiment la situation. Le calme est comme un rocher au milieu d'une tempête, le point fixe où rien ne peut t'entraîner. Peu importe la force du vent, tant que tu as des racines solides, tu restes debout. Garder son calme au milieu du chaos n'est pas une question de chance, c'est une discipline mentale. C'est l'art de ne pas laisser le monde éteindre ta clarté. Le chaos n'est pas toujours à l'extérieur. Parfois, il vit en toi, des pensées qui se heurtent, des peurs qui te pressent, des émotions qui te poussent à agir sans direction. C'est dans ces moments que tu as le plus besoin de tranquillité. Marc Aurèle a écrit que la parfaite tranquillité est l'état de l'âme qui ne craint rien et ne désire rien. Quand tu atteins cela, rien ne peut vraiment te toucher. Les circonstances perdent leur pouvoir sur toi parce que tu comprends que l'extérieur ne définit pas ton état intérieur. Garder son calme ne signifie pas ignorer la réalité, mais l'affronter avec un esprit clair. C'est voir le problème sans en faire partie. La plupart réagissent dans la confusion, et dans cet état, ils prennent des décisions qu'ils regrettent plus tard. La sérénité n'est pas de la passivité, c'est du contrôle stratégique. Pendant que les autres désespèrent, tu observes le tableau. Pendant qu'ils essaient d'éteindre le feu avec plus de feu, tu cherches la racine. Et cette différence change tout. Sénèque disait qu'aucun malheur n'est si grand s'il est affronté avec sérénité. Le chaos a le pouvoir que tu lui donnes. Si tu le vois comme un ennemi, il te vainque. Si tu le vois comme un défi, il te renforce. Les tempêtes révèlent toujours de quoi tu es fait. Le calme ne se construit pas en temps de paix. Il se forge quand tout semble perdre son sens. Quand ton esprit te demande de capituler, mais que tu choisis de rester ferme. Pense aux personnes que tu admires le plus.
Ce ne sont pas celles qui crient, ni celles qui réagissent sans réfléchir. Ce sont celles qui, même dans les moments les plus tendus, gardent le regard fixe et la voix calme. Cette présence transmet de l'autorité. Cette énergie calme l'environnement parce qu'elle montre que quelqu'un a encore le contrôle. C'est là la véritable force, garder son sang-froid quand les autres le perdent. Pour y parvenir, pratique la distance émotionnelle. Tout ce qui se passe ne mérite pas ton énergie. Quand quelque chose te perturbe, fais un pas en arrière mentalement. Observe la situation comme si elle n'était pas la tienne. Demande-toi, est-ce vraiment important ou est-ce que cela me provoque simplement ? La plupart des problèmes sont temporaires, mais les réactions impulsives peuvent avoir des conséquences durables. Chaque seconde que tu choisis de ne pas te laisser perturber, tu renforces ton contrôle intérieur. Le chaos ne peut pas être éliminé, mais il peut être traversé. Et pour cela, tu as besoin de concentration. Respire, priorise, décide ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Personne ne peut rester calme si son esprit est plein de distractions. C'est pourquoi éliminer le bruit intérieur fait partie du processus. Méditer, marcher en silence, écrire ou simplement respirer profondément sont des armes pour celui qui décide de ne pas se rendre au désordre. Le calme est un pouvoir car il te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Pendant qu'ils sont aveuglés par la peur, tu détectes le chemin. Pendant qu'ils réagissent, tu planifies. Tu n'es pas indifférent, tu es stratège. Le chaos ne détruit pas celui qui se connaît lui-même, seulement celui qui se laisse emporter par ce qu'il ne peut pas contrôler. Garder son calme est un choix quotidien, un acte silencieux de force qui sépare ceux qui survivent de ceux qui se dominent. 3. Accepte ce que tu ne peux pas changer. La vie se comporte parfois comme la mer. Tu peux essayer de retenir les vagues avec tes mains, mais tu finiras épuisé, trempé et frustré. La mer ne s'arrête pas parce que tu le souhaites, et le monde non plus. Essayer de contrôler l'incontrôlable est le chemin le plus rapide vers l'anxiété. Accepter ne signifie pas abandonner. Cela signifie libérer le poids de lutter contre l'inévitable. C'est regarder ce qui se passe et dire « ceci est hors de ma portée ». Mais ma réaction ne l'est pas. Le stoïcisme enseigne qu'il y a deux types de choses, celles qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas. Marc Aurèle l'a résumé clairement. Si quelque chose d'extérieur te cause de la souffrance, ce n'est pas cela qui te perturbe, mais le jugement que tu en fais. La plupart dépensent leur énergie sur ce qu'ils ne peuvent pas changer. L'opinion des autres, le passé, la chance, les décisions des autres. Et en le faisant, ils perdent le pouvoir sur la seule chose qu'ils possèdent vraiment, leur esprit. Accepter ce que tu ne peux pas changer n'est pas te résigner, c'est reprendre le contrôle sur toi. C'est comprendre que certaines portes se ferment parce qu'elles n'étaient pas destinées à s'ouvrir, que certaines personnes partent parce que leur rôle dans ton histoire est terminé et que certaines erreurs étaient nécessaires pour te rendre plus conscient. L'acceptation ne fait pas mal parce que le monde est cruel. Elle fait mal parce que ton ego résiste à ne pas avoir le contrôle. Mais quand tu arrêtes de lutter contre ce qui ne dépend pas de toi, tu trouves la paix. Sénèque disait que le destin guide celui qui l'accepte et traîne celui qui résiste. Si tu t'opposes à la réalité, tu te briseras. Si tu coules avec elle, tu apprendras. Le calme arrive quand tu comprends que rien d'extérieur ne peut te détruire, seulement ce que tu permets en toi. Accepter ne signifie pas ne pas agir. Cela signifie agir sans dépendre du résultat. Cela signifie faire de ton mieux, sachant que le reste n'est pas entre tes mains. C'est la différence entre l'anxiété et la sérénité. Quand une situation te frustre, répète mentalement « Cela dépend-il de moi ou non ?» Si cela ne dépend pas de toi, laisse-le partir. Si cela dépend de toi, agis. Cette pensée te fera économiser des heures de tempête interne. Celui qui n'accepte pas l'inévitable vit en combattant des fantômes. Il se met en colère contre le trafic, la pluie, les gens, la vie elle-même, et finit épuisé. En revanche, celui qui accepte ce qu'il ne peut pas changer marche léger, sans poids inutile, sans se fatiguer pour ce qu'il ne peut pas contrôler. Épictète enseignait que le sage accepte la réalité comme un soldat accepte les ordres, sans se plaindre, sans dramatiser, sachant qu'il ne comprendra pas toujours le but,
mais que chaque chose a sa fonction. L'acceptation est une forme d'humilité. Elle te rappelle que tu n'es pas le centre de l'univers, qu'il y a un ordre supérieur dans lequel tout s'insère, même ce qui semble maintenant injuste ou incompréhensible. Apprendre à accepter ce que tu ne peux pas changer est l'une des formes les plus pures de liberté. Parce que pendant que les autres essaient de manipuler le vent, tu apprends à ajuster tes voiles. Alors qu'ils se frustrent de ce qui n'a pas tourné comme ils l'espéraient, tu avances calmement, en t'adaptant, sans perdre ton centre. L'acceptation ne t'affaiblit pas, elle te rend invincible. Parce que celui qui accepte ne craint plus. Et celui qui ne craint plus vit en paix. 4. Parle avec sérénité, pas avec colère. Les mots sont comme des flèches. Une fois que tu les lances, il n'y a aucun moyen d'arrêter leur trajectoire. Tu peux demander pardon, tu peux essayer de réparer les dégâts, mais la blessure reste. Parler avec colère, c'est tirer sans viser. C'est libérer le poison qui empoisonne d'abord ton propre esprit. En revanche, parler avec sérénité, c'est choisir avec précision chaque mot. C'est utiliser la voix comme un outil d'équilibre et non comme une arme de destruction. Nous vivons à une époque où tout le monde veut avoir le dernier mot. Les conversations ne sont plus des échanges, elles sont des combats. Chacun veut prouver qu'il a raison, que l'autre a tort, que son opinion est la plus valable. Mais quand tu parles calmement, tu brises ce cycle. Parce que la sérénité désarme. Il ne s'agit pas de se taire, mais de parler à partir du contrôle, pas de l'impulsion. Un esprit tranquille s'exprime clairement, tandis qu'un esprit agité ne fait que réagir. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. Quand quelqu'un te provoque avec des mots, il cherche à te tirer à son niveau. Il attend ta colère, ton cri, ton débordement. Mais si tu choisis de répondre avec sérénité, le pouvoir change de main. Celui qui garde le contrôle de son ton, garde le contrôle de la situation. Le calme a une force silencieuse qui laisse sans argument celui qui cherche le conflit. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu as besoin de parler à partir de la maîtrise de toi-même. Parler avec sérénité ne signifie pas être faible ou soumis. Cela signifie avoir la maturité suffisante pour ne pas laisser tes émotions décider pour toi. C'est savoir quand répondre et quand le silence vaut plus que toute explication. Parfois, la réponse la plus puissante est simplement de ne pas réagir. Parce que toutes les batailles ne se gagnent pas en parlant. Certaines se gagnent en ne tombant pas dans la provocation. Sénèque avertissait que la colère commence par la folie et se termine par le regret. Et combien de fois nous l'avons vérifié? Une dispute enflammée, un mot déplacé, une réponse impulsive et ensuite le silence gênant du « je n'aurais pas dû dire ça ». La sérénité te sauve de ce remords. Elle te donne de l'espace pour penser avant de parler, pour observer ce que tu ressens et décider si cela vaut vraiment la peine de l'exprimer. Pratiquer la sérénité en parlant nécessite de la conscience. Il ne s'agit pas de supprimer ce que tu ressens, mais de le canaliser avec sagesse. Si quelqu'un t'attaque verbalement, arrête-toi une seconde et pense « veux-tu avoir raison ou veux-tu avoir la paix ?» La plupart des gens réagissent par orgueil, pas par nécessité. Mais celui qui cherche la paix choisit ses mots avec précision. Chaque mot calme est une preuve de pouvoir intérieur, une preuve de maîtrise de soi. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais tu peux contrôler comment tu réponds. La sérénité dans tes mots reflète la sérénité dans ton esprit. Et quand ton esprit est calme, ta voix transmet de l'autorité sans avoir besoin d'élever le ton. Les gens t'écoutent parce qu'ils ressentent ta stabilité, pas parce que tu leur imposes la peur. Parler avec sérénité est un acte d'intelligence émotionnelle. C'est utiliser la parole non pour gagner, mais pour comprendre, pour construire, pour préserver la paix intérieure. Quand tu choisis le calme plutôt que la colère, tu deviens non seulement plus sage, mais aussi plus libre. Parce que celui qui n'a pas besoin de crier pour être entendu, maîtrise déjà un art que peu comprennent. L'art de garder l'esprit ferme alors que le monde perd le sien. 5. Transforme le chaos en force. Le chaos est comme le feu. Il détruit ce qui n'est pas solide, mais il forge aussi ce qui est capable de résister. Il peut consumer ou purifier. Tout dépend de ce que vous en faites.
La plupart des gens fuient le chaos, le craignent, le maudissent, sans comprendre que là, dans ce désordre, se cache l'opportunité de se renforcer. Le feu brûle celui qui se plaint, mais il trempe celui qui décide de supporter la chaleur et d'apprendre de lui. Dans la vie, le chaos arrive sans demander la permission. Une perte, une trahison, un changement inattendu. Vous ne pouvez pas l'éviter, mais vous pouvez décider de ce que vous en faites. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer la souffrance, mais à la transformer. Ils savaient que la douleur, lorsqu'elle est affrontée avec sagesse, devient du pouvoir. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas à quel port il se dirige. Au milieu du chaos, celui qui se connaît lui-même trouve une direction, celui qui ne le fait pas se perd dans la tempête. Le chaos ne détruit pas les gens, il les révèle. Il met en lumière leur caractère, leur trempe, leur force ou leur faiblesse. Quand tout va bien, n'importe qui peut paraître sage. Mais quand tout s'effondre, c'est là que se mesure celui qui a vraiment le contrôle de son esprit. Le chaos n'est pas l'ennemi, c'est le maître. Il vous montre ce que vous ne maîtrisez pas encore, ce que vous devez encore travailler en vous. Si vous le rejetez, vous répétez la leçon. Si vous le confrontez, vous évoluez. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que l'action qui se met en travers du chemin devient le chemin. C'est l'essence de la maîtrise intérieure. Utiliser l'obstacle comme un élan, transformer le problème en pratique, transformer le chaos en croissance. Vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur, mais vous pouvez contrôler comment vous interprétez chaque événement. Lorsque vous y parvenez, rien de l'extérieur ne peut vous briser. Chaque difficulté devient un entraînement, chaque chute une leçon, chaque erreur une expérience. Transformer le chaos en force ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ne pas rester coincé dans le sentiment. Vous pouvez pleurer, vous frustrer, crier à l'intérieur si nécessaire, mais après, relevez-vous et analysez. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Quelle partie de moi a besoin de se renforcer pour que cette situation ne me détruise pas la prochaine fois ? Cette mentalité transforme l'adversité en une salle de sport mental. Chaque épreuve que vous surmontez construit un esprit plus discipliné, plus résilient, mieux préparé pour le prochain défi. Épictète enseignait que ce qui importe n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y répondez. Le chaos peut être le théâtre de votre ruine ou le point de départ de votre transformation. Tout dépend de votre interprétation. Si vous le voyez comme un châtiment, vous vous enfoncez. Si vous le voyez comme une opportunité, vous vous élevez. Et lorsque vous atteignez cette vision, le chaos cesse de vous intimider. Vous commencez à voir que rien de l'extérieur ne peut vous enlever votre équilibre tant que vous maintenez le contrôle interne. La force ne se construit pas dans le confort, elle se forge dans l'inconfort. Personne ne devient sage en des jours faciles. Chaque défi, chaque coup émotionnel, chaque déception est une leçon déguisée. Lorsque vous acceptez le chaos et l'utilisez comme un outil, la peur disparaît. Vous commencez à comprendre que tout, même le plus douloureux, a un but. Le chaos ne vient pas pour vous détruire. Il vient pour tester si ce que vous dites avoir appris, vous l'avez vraiment intériorisé. Transformer le chaos en force est l'essence du stoïcisme appliqué. C'est prendre ce que la vie vous lance et le transformer en partie de votre croissance. Non pas parce que vous êtes insensible à la douleur, mais parce que vous avez appris à l'utiliser. La prochaine fois que la vie se désordonne, ne cherchez pas à fuir. Restez, observez et demandez-vous ce qu'elle essaie de vous enseigner. 6. Lâche les attentes des autres. Vivre pour répondre aux attentes des autres, c'est comme courir une course avec les chaussures de quelqu'un d'autre. Tu avances peut-être, mais chaque pas fait mal. La pression de s'intégrer, de plaire, de ne pas décevoir, te vole ta tranquillité plus rapidement que n'importe quelle adversité. Tu passes ta vie à essayer d'être suffisant pour tout le monde. Et sans t'en rendre compte, tu finis vide, sans savoir qui tu es vraiment. Lâcher les attentes des autres n'est pas de la rébellion, c'est de la libération. C'est retrouver la voie que le bruit du monde t'a fait oublier. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher l'approbation. On nous évalue, on nous compare, on nous dit ce que nous devrions faire pour être acceptés. Mais il arrive un moment où ce besoin de plaire devient une cage invisible. Chaque fois que tu vis pour le regard des autres,
tu donnes ton pouvoir. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux contrôler l'opinion des autres, seulement tes actions et tes jugements. Marc Aurèle l'a dit clairement, si quelque chose d'extérieur te perturbe, ce n'est pas cela qui t'affecte, mais l'idée que tu t'en fais. Et cette idée est souvent le désir d'être vu d'une certaine manière. Le problème de vivre pour les attentes externes est que tu ne finis jamais de les satisfaire. Aujourd'hui, ils t'approuvent. Demain, ils te critiquent. Et si tu bases ta valeur sur cela, ta paix dépendra des caprices des autres. Lâche ce fardeau. Personne n'a le droit de dicter comment tu dois vivre ta vie. La tranquillité arrive quand tu arrêtes de chercher la validation et commences à agir en cohérence. Ce que les autres pensent de toi ne t'appartient pas. Ce que tu penses de toi, oui. Sénèque disait que celui qui vit selon l'opinion des autres ne vit pas, il agit. Chaque fois que tu fais quelque chose juste pour t'intégrer, tu abandonnes une partie de toi. La sérénité naît lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation et commences à chercher la vérité. Pas la vérité du monde, mais la tienne. Ce qui résonne vraiment avec toi, ce qui te donne un sens, ce qui te fait ressentir la paix, même si les autres ne le comprennent pas. Parce que vivre en paix ne signifie pas avoir tout sous contrôle, mais ne pas dépendre de ce que tu ne peux pas contrôler. Les attentes, les jugements et les opinions. Te libérer des attentes des autres ne signifie pas devenir indifférent. Cela signifie privilégier l'authenticité à l'acceptation. Apprendre à dire non sans se sentir coupable, à suivre ton propre rythme sans te comparer à personne. La société valorise la vitesse, le bruit, l'exposition, mais le stoïcien sait que la véritable force réside en celui qui n'a rien à prouver. Celui qui se connaît ne rivalise pas. Celui qui s'accepte ne cherche pas la validation. Épictète enseignait que si tu veux être libre, tu dois accepter que certaines personnes te jugeront, te malinterpréteront ou te critiqueront. Et cela n'a rien à voir avec toi. La liberté émotionnelle commence lorsque les perceptions externes ne t'affectent plus. Quand tu fais ce que tu crois juste, même si personne ne l'applaudit. Parce que la tranquillité intérieure ne se gagne pas en complaisance. Elle se gagne en étant fidèle à soi-même. Commence à lâcher les attentes des autres chaque fois que tu ressens le besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes décisions à ceux qui ne marchent pas dans tes chaussures. Si ton but est clair, si ta conscience est en paix, alors tu es sur la bonne voie. Les autres verront ce qu'ils veulent voir, et c'est bien. Tu n'es pas venu au monde pour être compris, tu es venu pour vivre avec un but. Lâcher les attentes des autres est un acte de courage. C'est dire assez aux besoins d'approbation et choisir la sérénité sur l'acceptation sociale. Quand tu arrêtes d'essayer de plaire à tout le monde, tu commences enfin à t'aimer toi-même. Et c'est la forme de liberté la plus profonde. Vivre en paix, sans masque, sans peur, sans avoir à prouver quoi que ce soit. Parce que tu sais déjà qui tu es et cela te suffit. 7. Vive pleinement le présent. Le présent est comme un verre d'eau qui se renverse si tu essaies de le saisir trop fort. La plupart des gens vivent ainsi, avec l'esprit coincé entre ce qui a été et ce qui pourrait être, sans se rendre compte que le seul moment réel se passe juste maintenant. On nous a appris à courir après l'avenir et à regretter le passé, mais pas à habiter l'instant. Et pendant que nous le faisons, la vie passe, silencieusement, sans demander la permission. Vivre pleinement le présent n'est pas une belle phrase, c'est une forme de résistance face à un monde qui veut te distraire. Nous vivons saturés de notifications, de tâches en attente, de plans qui ne se terminent jamais, toujours en attente de quelque chose. Le succès, l'amour, l'opportunité parfaite. Et dans cette attente, nous oublions que ce qui compte vraiment n'arrive pas, il est déjà là. Marc Aurèle disait que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Si ton esprit est dans le futur, tu es absent du seul temps que tu peux contrôler. Le stoïcisme enseigne que le présent est suffisant lorsque l'esprit est calme. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus d'attention. Le passé n'existe plus. Le futur n'est pas encore là. Pourtant, l'être humain dépense son énergie à essayer de corriger ce qui est déjà terminé et à anticiper ce qui peut-être n'arrivera jamais. C'est la racine de l'anxiété, vouloir vivre à des moments qui ne sont pas disponibles. La sérénité apparaît lorsque tu comprends que rien d'autre n'importe que cette seconde.
Parce que si tu peux rester conscient à cet instant, tu peux faire face à n'importe quoi. Sénèque affirmait que nous gaspillons la vie comme si nous en avions une de rechange. Chaque minute qui passe ne revient pas. Nous pensons qu'un jour nous nous reposerons, un jour nous profiterons, un jour nous serons prêts, mais un jour est l'excuse la plus élégante pour ne pas vivre. La vie se passe pendant que tu la remets à plus tard. Si tu attends que tout soit parfait pour ressentir la paix, tu ne la trouveras jamais. Le moment idéal n'arrive pas, il se crée. Et il se crée lorsque tu choisis d'être présent. Vivre le présent n'est pas nier le passé ni ignorer l'avenir. C'est comprendre leur place. Le passé sert à apprendre, l'avenir à planifier, mais le présent est pour vivre. Quand tu habites vraiment le maintenant, le bruit mental se dissout. Tu n'es plus tourmenté par les erreurs, tu n'es plus dominé par l'inquiétude. Tu agis avec plus de précision, parce que ton attention n'est pas divisée. Le présent devient une forme de pouvoir. Pendant que les autres se perdent dans leurs pensées, tu es conscient, concentré, vivant. Épictète enseignait que nous ne devrions pas nous inquiéter de ce qui n'est pas sous notre contrôle, mais faire de notre mieux avec ce que nous avons maintenant. C'est l'essence de la maîtrise intérieure. Le calme ne se trouve pas en fuyant le bruit, mais en apprenant à être silencieux à l'intérieur, même lorsque le monde est chaotique. Si tu parviens à garder ton esprit dans l'instant, aucune pensée ne peut t'entraîner. L'inquiétude disparaît parce que tu n'es plus en train d'imaginer, tu es en train d'agir. La vie ne se mesure pas en années, elle se mesure en présence. Tu es vivant quand tu ressens, quand tu observes sans hâte, quand tu savoures la simplicité du moment. Tu n'as pas besoin qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire pour profiter. Tu as besoin d'être suffisamment éveillé pour reconnaître ce que tu as déjà. Vivre pleinement le présent est une pratique de courage. Cela nécessite de rompre avec l'habitude de s'échapper mentalement et de revenir encore et encore à cet instant. Fais-le quand tu manges, quand tu parles, quand tu respires. Ne laisse pas ton esprit vivre ailleurs. Parce que la vraie paix ne se trouve ni dans le lendemain, ni dans ce que tu as perdu hier. Elle est ici, juste maintenant, dans ce moment qui ne reviendra jamais. 8. Trouve le pouvoir dans le silence. Le silence est comme une épée invisible. On ne le voit pas, il ne fait pas de bruit, mais il coupe plus profondément que n'importe quel mot. Dans un monde où tout le monde parle sans réfléchir, où les gens crient pour être entendus, celui qui sait se taire devient une présence qui impose le respect. Non pas parce que le silence est vide, mais parce qu'il est maîtrise. Celui qui contrôle sa langue montre qu'il domine son esprit, et celui qui domine son esprit n'a plus besoin de convaincre personne. Nous vivons entourés de bruit, aussi bien externe qu'interne. Opinions, jugements, conversations inutiles, pensées répétitives. Tout ce bruit vole de l'énergie, confond, affaiblit. Les gens pensent que parler démontre le pouvoir, alors qu'en réalité, le pouvoir est dans la pause avant de parler. Le silence n'est pas une absence, c'est de l'intelligence. C'est observer ce que les autres ne perçoivent pas, comprendre ce qui n'est pas dit et répondre seulement quand c'est nécessaire. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de tes pensées. Et si tes pensées sont du bruit, ton âme le sera aussi. Le stoïcien comprend que tout ne mérite pas une réponse. Toute attaque n'a pas besoin de défense, ni toute opinion ne mérite une explication. Garder le silence n'est pas se soumettre, c'est choisir. C'est décider que ta paix vaut plus qu'une dispute. Le silence te permet d'analyser ce que les autres commencent à peine à comprendre. Alors que les autres réagissent, tu calcules. Alors qu'ils crient, tu observes. Cette différence est ce qui sépare le sage de l'impulsif. Sénèque disait que personne n'apprend en parlant. Seulement dans le silence, on écoute, on comprend et on apprend. L'esprit a besoin de tranquillité pour traiter, pour réfléchir, pour voir au-delà du bruit superficiel. Si tu remplis ta vie de mots, tu ne laisses pas de place à la compréhension. Le silence est un outil qui te connecte avec l'essentiel, avec ce qui compte vraiment. C'est dans le calme que la clarté émerge. Et c'est seulement à partir de la clarté que tu peux agir avec sagesse. Dans un monde où l'ego cherche à être le protagoniste, le silence devient un acte de rébellion. Il te sépare de la foule, sans avoir besoin de le rendre évident. Les personnes qui savent garder le silence au bon moment dégagent une autorité naturelle.
Ils n'ont pas besoin de s'expliquer ni de se justifier. Leur présence suffit. Celui qui ne se précipite pas pour parler montre qu'il ne dépend pas de la validation d'autrui. Et cette indépendance est du pouvoir. Épictète enseignait que le sage ne discute pas avec celui qui ne cherche pas à comprendre. Il comprenait que le silence n'est pas de la lâcheté, c'est de la sélection. Choisir quand parler et quand se taire est une forme de sagesse pratique.